bonjour à tous. Merci d'être avec nous encore pour cette 34e édition du festival Étonnant Voyageur. Figurez-vous qu'avec le président Jean-Michel Le Boulanger, hier, on essayait de calculer, on n'arrivait pas à savoir si c'était la 34e édition ou la 35e. Et puis on s'est dit, pouf, on s'en fiche. Quand on aime, on compte plus. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, nous allons avoir, je crois, encore un très beau festival avec une programmation très riche. Évidemment, au Café littéraire, on ne peut pas inviter tous les auteurs. J'aimerais bien, mais ça n'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de rendez-vous un petit peu partout, mais vous avez le programme et je pense que vous avez déjà envisagé d'aller ici ou là. Merci aux fidèles du Café littéraire qui sont toujours là au premier rang. Et on va commencer tout de suite avec ce plateau qui me fait énormément plaisir parce que pour ouvrir le Café littéraire de cette édition 2024, c'est à la fois un bonheur, comme toujours, de recevoir Dany Laferrière, mais aussi une angoisse quand on voudrait échanger avec lui sur beaucoup de sujets, son actualité littéraire par exemple, qui est quand même très riche cette année encore, le lien qui unit Dany et le Québec, qui l'a accueilli quand il a dû fuir Haïti. Mais pour commencer, je voudrais que nous rendions hommage à une grande dame que Dany connaissait très bien et qui vient de nous quitter, c'est Maryse Condé. Elle est partie le 2 avril dernier à l'âge de 90 ans. Et nous lui dédions ce café littéraire cette année. C'était une femme forte, on peut dire comme ça, qui était impressionnante, qui est venue avec nous à Port-au-Prince pour la première édition du festival Étonnant Voyageur là-bas, en Haïti, dont tu fus le président avec Lionel Trouillot, Dany, et puis à Saint-Malo aussi. Qu'est-ce que tu peux dire sur cette grande femme, grande écrivaine ? La première fois que j'ai rencontré Maryse Condé, je ne l'avais pas vue ce jour-là. Oui, elle était venue à Port-au-Prince voir son ami Jean-Dominique. Et quand j'avais 19 ans, je venais d'arriver à la station de radio que dirigeait Jean-Dominique. Et on m'a dit que Maryse Condé était là. Et je ne voulais pas la voir. Je ne voulais pas la voir parce que Maryse Condé, à l'époque, était très... j'allais dire difficile, mais je veux dire, elle était très critique des mythologies. Et comme un jeune homme de 19 ans est dans un pays est criblé de mythologie, parce qu'on a fait des choses exceptionnelles à Haïti, comme son indépendance, mais tout était questionné hors de l'île. Et c'est comme si on n'avait rien fait, puisqu'on ne pouvait pas, jusqu'à présent, c'est presque pas admis, l'indépendance d'Haïti, même en France. Il a fallu que je me batte il y a 3 ou 4 ans pour faire entrer le Mauvertière, qui est l'endroit où s'est passé victorieusement et la dernière bataille coloniale et la première bataille gagnée par une armée d'esclaves contre une armée coloniale, celle de Napoléon Bonaparte. Vous voyez, c'est des choses qui devraient se retrouver. Et dans aucun dictionnaire français, jusqu'à 3 ans, le dictionnaire de l'Académie française, il n'y avait pas eu ce mot-là. Donc, pour vous montrer, donc on voulait vivre au moins dans notre mythologie, et Maryse Condé, elle pourfendait. Et quand je l'ai rencontrée, j'ai vu qu'elle était double, triple ou quadruple, et qui avait une Maryse Condé intime, qui faisait de la cuisine pour ses amis, et qui aimait tellement faire cela qu'elle a, disons, presque intégré les recettes de cuisine dans sa littérature, et la manière de cuisiner aussi dans la manière d'écrire. Et c'est très sensuel, et son écriture. Là, comme tu évoques cela, je propose d'écouter un tout petit extrait d'un café littéraire où Maryse évoquait ce livre-là, Victoire, les saveurs et les mots, et juste pour le plaisir de l'entendre à nouveau et de la voir aussi. On regarde l'extrait. Ce livre Victoire. Alors, quand j'étais petite, j'avais un amour immodéré pour la cuisine. J'ai été toujours fourrée dans la cuisine et ma mère me disait « Seules les femmes bêtes aiment faire la cuisine ». Alors, j'étais déchirée entre un amour que je ne pouvais pas deviner pour la cuisine et un amour que je commençais à réaliser pour l'écriture. Et finalement, je me suis rendu compte que ma mère, quand elle attaquait une cuisinière, avait une façon de se venger de sa mère. Vous savez, les rapports mère-fille,
sont toujours très compliquées. Sa mère avait été une énorme cuisinière, donc du coup, elle ne savait même pas faire cuire un œuf, et elle voulait que ses filles suivent ce qu'elle avait choisi comme voie, à savoir la voie de l'intellect. Donc finalement, je suis arrivée à réaliser que j'ai concilié à la fois la cuisine et l'écriture, parce que je pense que c'est pareil, écrire et cuisiner, ça veut dire qu'avec les mots, avec les adjectifs, les prépositions, les phrases, les métaphores, vous faites exactement le même choix, la même sélection, le même arrangement qu'une cuisinière. Donc finalement, je crois que moi, Maryse Condé, je suis à la fois la fille de ma mère, un télo, mais aussi la petite fille de ma grand-mère, cuisinière. Cuisine et littérature, même coma. On était jeunes, hein, mon cher Pascal. On n'a pas changé. Pascal Jourdana, qui est avec nous depuis plus de 20 ans maintenant, était aussi sur ce plateau. Et c'est vrai que, bon, t'as pris un petit peu de barbe quand même. Oui, et j'ai eu une longue conversation, presque un débat avec Maryse Condé, qui était très amoureuse des détails. Elle pouvait se recroqueviller, s'agbouter sur un petit détail. Et, par exemple, elle détestait les mangues. Et moi, j'adorais les mangues. Alors, elle a mis tout son combat sur une certaine créolité, et où elle était pour et contre à la fois, et sur le fait qu'elle avait le droit de détester la mangue, et qu'en Guadeloupe, on ne permet pas aux gens de détester la mangue. Si on ne déteste pas la mangue, on n'a pas d'identité guadeloupéenne ni antillaise. Et ce qui fait que ce fut un silence, puisque moi, j'adorais les mangues, et je n'avais pas envie du tout de me mettre à me battre et contre la détestation des mangues et de Maryse Condé. Et je l'ai rencontrée plus tard à New York, où elle dirigeait la section littérature francophone à NYU, à l'université de New York. J'étais là-bas et on m'avait mis dans un hôtel où je pouvais voir tout mon corps au plafond. Il y avait un immense miroir. Ça m'a pris du temps à comprendre que c'était un bordel. Et bon, seul dans un bordel, on dirait un roman. Et finalement, Maryse l'a appris et m'a invité à venir chez elle. C'est ainsi qu'on a passé un bon temps ensemble, 3 jours à discuter de tout, et que j'ai découvert ce personnage plus grand que nature, littéralement. Je ne sais pas, Pascal, tu en diras un mot, parce que tu l'as connue aussi, mais ce que tu dis me frappe quand tu dis qu'elle était double et triple. Un petit peu, c'est vrai qu'elle était comme ça, parce que dans le reste de l'interview que j'ai visionné pour en prendre un extrait, elle parle du féminisme, elle était féministe, mais quand elle parlait de son homme, qui était un amour, mais un homme aussi attentionné, tout le monde en rêve, hein, toutes les femmes en rêvent. Alors elle dit, quand je pense à lui, je suis plus féministe. Comment peut-on être féministe face à Richard qui est traducteur, formidable. Qui a traduit ses livres, qui devinait et devançait tout ce qu'elle pensait, ses émotions, et qui était vraiment à elle. D'ailleurs, quand je lui ai rendu hommage, quand elle a eu le prix Nobel alternatif, et j'ai parlé naturellement, pour préciser, c'est elle qui faisait sa cuisine et sa littérature, qu'elle descendait toute seule au fond de la mine, et chaque jour, elle travaillait longuement, elle a travaillé rudement, surtout sur ses goûts, mais elle avait travaillé aussi sur tous ses textes. Mais quand même, l'après-midi ou le soir, quand elle remontait, c'est Richard qui lui donnait la main pour remonter du fond de la mine. Et là, c'était un autre monde. Oui, c'est beau cette relation. Moi, je l'ai vue plusieurs fois, hein, j'ai fait plusieurs rencontres avec elle, mais celle dont je me souviens, la dernière, c'était à Marseille, dans le cadre d'un festival de théâtre contemporain. Elle était invitée pour présenter son œuvre, mais aussi être en dialogue avec une jeune slameuse. Et elle avait été extraordinaire parce qu'elle était extrêmement attentive à cette jeune personne qui était vraiment au tout début d'une carrière textuelle. Elle a été dans l'écoute, l'échange, la générosité d'une écriture extrêmement différente de la sienne, mais qu'elle écoutait, qu'elle rejoignait à travers finalement des combats féministes aussi, ceux de cette époque, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux de son époque. Et elle était extraordinaire. C'était encore une des facettes, c'était cette écoute vis-à-vis des jeunes créateurs, des jeunes artistes, des jeunes auteurs et autrices.
Voilà, Marie, ce Non, qui mais nous a juste une quittés. seconde quand même, il faut dire qu'elle pouvait avoir mauvais caractère. Ah, ça, oui. Quand Et même, c'est vrai que tu parlais Mais c'est vrai. du trac qu'on Moi, pouvait j'avais avoir peur en au début. commençant, c'était pas évident. elle pouvait, quand c'était un Ouais. mauvais jour, et d'ailleurs elle avertissait, écoute Dany, parce qu'elle avait une diction lente, ce qui Oui, faisait, vous entendez très bien quand elle vous rabouait ce qu'elle disait. Et on a envie qu'elle accélère un peu. Et c'est un mauvais jour, donc elle pouvait avoir un mauvais caractère, ça peut arriver subitement, mais ne lui prenez pas trop ombrage, enfin, on ne doit pas lui reprocher parce qu'elle était encore plus sévère avec elle-même. Et je suis en train de lire un petit livre de Tolstoï en ce moment qui s'appelle Règles de vie, qui n'est pas un livre, c'est Tolstoï, 19 ans, mauvais caractère, boudeur, qui entreprend dans ce livre de corriger Tolstoï. Et c'est magnifique. Oui, elle a des règles mais tellement strictes que je me suis mis à suivre ces règles et à voir où en étais-je avec mes règles. Mais c'est des règles très, très strictes. Et il avait attrapé la gonorrhée, il a dit, comme on l'attrape généralement. Et il racontait, malgré ces exercices pour rester digne d'une moralité pure, mais l'affaire c'est que la vie était une plateforme. Il voulait monter sur la plateforme pour se mettre debout. Mais il disait qu'il avait mis, et s'il avait chuté, comme on dit dans la Bible, c'est qu'il avait mis le mauvais pied sur la plateforme, le pied gauche. La prochaine fois, il mettra le pied droit et pourrait espérer un jour de mettre les deux pieds. Donc c'était à la fois un homme qui était très strict, mais en même temps qui pouvait négocier avec le péché. Enfin, ce que nous faisons tous, bien sûr. Bien sûr. Bon, ben, on en arrive justement à l'actualité littéraire de Dany. Donc, j'ai dit qu'il est quand même riche parce que vient de sortir cette autobiographie américaine, Une somme, dans la collection bouquins. Il y a ce livre qui vient d'être édité chez Zulma, mais qui est un livre qui a été écrit en 1987, je crois. Hein. Oui, ça aurait dû être à l'intérieur de Comment faire l'amour, mais on l'avait fait sortir. Et puis D'accord. voilà. Fait chez Oki. C'est chaud. Et puis, Oui, c'est vrai que c'est très chaud. à l'Académie, ils adorent. Et dis-moi, le titre initial, donne le vrai titre. C'était Hiroshima. Vous savez, avec le temps, c'était Hiroshima, un seul mot, c'est-à-dire Eros, une contraction de Eros et Hiroshima. Et ça n'a rien à voir avec Marguerite Duras. Mais c'est ça le monde, c'est ça la vie. En 87, on pouvait encore le dire. Maintenant, on ne peut plus le dire parce que la culture de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, a légèrement disparu pour faire place à d'autres désastres. C'est-à-dire, quand j'ai rencontré des gens qui me disaient « mais c'est quoi ça veut dire? Je n'ai pas compris ». Et là, alors, quand 5 personnes de 25 ans vous disent ça, vous avez compris que l'histoire du monde vient de tourner, d'autres violences ont remplacé de précédentes. Et à l'époque, on disait cette bombe, et maintenant, quand on parle de bombe nucléaire, on dit c'est 1000 fois plus fort encore que la bombe d'Hiroshima. Vous voyez, on a vieilli, nos violences nous ont vieilli. Alors, et donc, la troisième actualité littéraire, c'est ce livre, Un certain art de vivre, paru aux éditions Grasset. Et sur la couverture, bien sûr, vous voyez Dany, mais avec quand ses même chaussures tout rouges. habillé, avec ses chaussures rouges, mais dans sa baignoire. Oui, c'est totalement le contraire du livre de Tolstoï. Je ne me fouette pas. Je suis dans la baignoire. Je crois que cette baignoire a la forme du ventre de ma mère et que le liquide amniotique y est dedans. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous allons tous. Et la première chose que l'on fait quand on achète une maison ou qu'on loue, on va voir comment la salle de bain. Il faut qu'elle soit très éclairée, qu'elle soit petite pour qu'on ait l'impression d'enfermement et qu'on ait l'impression que le monde est derrière la porte mais ne peut pas rentrer. C'est une zone sacrée et c'est un pays, la salle de bain. Et la baignoire, c'est un pays à l'intérieur C'est du la pays. capitale. Non, c'est la capitale. C'est la C'est la capitale. capitale. Alors, le plateau, il est intitulé Un certain art d'écrire. Et avec ces 3 parutions, c'est vrai qu'on se dit, bon, il y en a un qui s'appelle Un certain art de vivre, mais vivre et écrire, au fond, peut-être c'est déjà un peu la même chose. Et il y a là-dedans plein de petits textes, de petits aphorismes, des réflexions, des pensées qui le traversent. Et tu écris en particulier « Écrire un jour un livre qui mérite l'arbre qu'on a dû abattre pour le fabriquer ».
Et là, il y a quand même plein de choses. Donc, il y a plusieurs arbres, beaucoup d'arbres qui ont été, qui ont été abattus. Qu'est-ce que tu en penses maintenant avec le recul, puisque l'autobiographie américaine, c'est aussi un peu une manière de te regarder d'un peu plus loin, peut-être? Je ne sais pas, non. Quand on publie, c'est pour les autres. Et moi, je me regarde chaque jour. Et de près, de loin, en moyen. Et c'est vrai que ce qui est nouveau, c'est la disposition des livres. Et vous savez, vous écrivez, les livres, ils se suivent, mais dans votre tête, dans votre émotion, ils ne se suivent pas. Et il y a des émotions qui sont plus contemporaines de vous et que vous repoussez plus loin pour l'écrire, pour prendre cette distance précisément, mais qui auraient dû être écrites bien avant. Et bien c'est ça. Mais quand plus tard on veut faire une sorte de rétrospective ou anthologie, je ne sais pas quoi, et on a la possibilité de les placer suivant un ordre différent que l'ordre de l'agenda, que l'ordre de la succession du temps. Et oui, ça donne une lecture complètement différente, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, j'ai regardé, je n'ai pas tout lu, je n'ai pas tout aimé non plus. J'ai pas. T'as rien changé quand même. Et malheureusement, parce que moi je crois qu'aucun livre ne doit rester immobile. Ah. Et c'est ma discussion. Pour Maryse Condé, c'est la mangue. Pour moi, c'est le livre. J'en ai discuté avec beaucoup de critiques, de professeurs de littérature qui croient encore qu'un livre un début, une fin. Oui, non pas seulement un début, une fin. Non, quand il est écrit, on ne doit pas le toucher. Ah, oui. Et alors, quelqu'un qui m'a dit, mais si vous changez votre livre, et moi qui avais lu le premier, et j'ai dit, ben, vous l'avez encore chez vous? Ben, vous en avez deux. C'est-à-dire que je ne vais pas faire disparaître les livres chez les gens. Je n'en vois pas une. Donc, vous gardez. Et je crois qu'un livre, il n'y a aucune raison qu'il soit quelque chose de statique, qu'il soit quelque chose de définitif. C'est la prière, comme disait Borges, c'est la fatigue et la prière qui nous fait terminer un livre. Alors moi, il y a à la page 29 quelque chose qui m'a beaucoup plu, quand tu parles de ta mère qui va finalement, peut-être tu peux le lire, qui va finalement faire ressortir l'essence même de ton travail. Ah ben oui, mais j'ai des discussions littéraires avec ma mère et qui sont d'autant plus savoureuses que ça ne parle jamais de littérature en fait. Ma mère, une fois, de manière discrète, m'a fait comprendre qu'elle ne sait quoi penser de mes livres. Elle éprouve à me lire une sensation proche de l'ivresse et du rêve. C'est assez étrange. Et je ne sais si j'aime ou pas. On a l'impression d'être à Petit-Goâve alors que le paysage est celui de Port-au-Prince. On rencontre un inconnu et on croit le connaître. On croise quelqu'un qu'on connaît très bien et qui nous jette un regard d'étranger. Eh bien, avait conclu ma mère, avec tout le tact imaginable, des fois je me sens comme perdu à te lire. J'ai écouté bouche bée et j'en ai été bouleversé. Ma mère venait de résumer de manière si précise ce que je crois être l'essence de mon travail, et peut-être même de la littérature. Dieu seul sait, des gens qui ont passé leur vie à faire des critiques de livres ou des professeurs, ils ne savent pas ce que vient de résumer ma mère dans une sorte d'innocence totale de la littérature, c'est-à-dire la liberté face au temps, face à l'espace. C'était ça. Donc si les gens savaient cela, ils arrêteraient de commencer toutes les interviews par me dire « Alors, vous êtes haïtien ?» alors que le livre s'appelle « Je suis un écrivain japonais ». Dans le petit texte, une petite préface qui ouvre cette anthologie reconstituée ou revue, autobiographie américaine, tu parles de l'Amérique, justement. Et évidemment, quand on entend américaine,
cites en priorité des grands écrivains nord-américains, mais de suite, tu vas très au sud, vers l'Argentine avec Borges, et puis tu remontes petit à petit le continent géographique et littéraire pour englober tous les écrivains du réalisme magique, les Caraïbes, enfin vraiment quantité de choses, mais surtout les auteurs comme Fuentes ou comme Garcia Marquez, Carpentier, etc., qui t'ont beaucoup marqué. Et pour toi, c'est un continent qui va de l'Alaska à la Patagonie. C'est pas juste l'Amérique du Nord. Et c'est presque trompeur, puisqu'on te voit effectivement plutôt canadien, plutôt Amérique du Nord, on va dire, et on s'imagine un peu recevoir ça, alors qu'en fait, on reçoit beaucoup d'autres choses. Mais c'est ça la bibliothèque, et c'est précisément ce que vous voyez comme l'individu compact présent n'est pas le même que celui qui est dans sa tête. Et j'ai commencé par agresser les États-Unis en disant qu'ils ont volé le mot Amérique. Et le mot ne leur revient pas, c'est le continent qui s'appelle Amérique. Et d'ailleurs, c'était le vieux rêve de Bolivar de faire du continent un seul pays, un seul continent qui s'appelle Amérique. Et en confisquant, si on peut dire ce mot, ils ont créé des choses, une sorte de géographie particulière. Les Antilles, par exemple, pour moi, je l'ai dit déjà, c'est pas sérieux, ça n'existe pas, c'est une idée de la colonisation. La Caraïbe, un peu parce qu'il y avait des Amérindiens Caraïbes et des Arawaks et des Caraïbes, un peu plus. Mais en fait, nous habitons le continent américain. Il ne faut pas le donner aux États-Unis. Et ils l'ont pris. En plus, il faut le donner en le rejetant. Comme toujours font les pauvres, d'ailleurs. Les pauvres ne cessent de donner aux plus riches. Et chaque fois qu'il y a un petit problème, chaque fois que les gens en Haïti se fâchent contre moi, ils me donnent à l'Académie française. Et ils disent restez là. Mais alors que je n'ai jamais vu une puissance supérieure, je veux dire du point de vue des armes ou de l'argent, et rejeter un des leurs à une plus petite. Vous savez, la Belgique donne Brel à la France, mais la France ne va pas donner à quelqu'un, mais la France serait prête à donner un inventeur aux Américains ou à un pays qui ne croit plus. C'est toujours cela. Pourquoi les petits donnent toujours, chaque fois qu'ils ont un problème avec un de leurs citoyens, ils le donnent à l'autre qui est plus fort, et que le plus fort ne donne jamais. Jamais, sinon... Alors dans ce volume, bien, on peut retrouver L'enfant qui regarde, Chronique de la dérive douce, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit, Je suis un écrivain japonais, Journal d'un écrivain en pyjama, Truman Capote au Parc Hôtel, L'énigme du retour, et puis Tout bouge autour de moi, et La fête chez Oki. Ça veut dire que si vous l'achetez, vous payez 3 centimes pour chaque livre. Et puis donc, nous disions, celui qui vient de sortir chez Zulma, voilà, qui est dédié à Rita Hayworth, la star des pin-up, une rousse si explosive que la première bombe atomique fut baptisée de ce nom. Oui, c'est bizarre que j'avais mis ça en 87 comme dédicace, puisque je m'étais fait une sorte de... Je crois qu'on devient écrivain, et pas forcément grand écrivain, ni même petit, mais écrivain tout court. Et dès qu'on commence à faire des dédicaces avec d'autres noms que nos amis, nos amours, nos parents, et à ma mère, à ma femme. Et dès qu'on a éliminé, on a fait assez de livres pour les réduire au silence. Non, tu as les petits-enfants maintenant. Parce que oui, c'est cela. Je les groupe, je leur donne. Dès qu'on a fini de faire les cadeaux et qu'on croit spontané alors que c'est exigé, je me souviens de ma fille aînée un jour apparaissant dans ma chambre et dit « Le prochain, c'est à moi ». C'est incroyable, réserver son truc. Eh bien, on commence par faire des dédicaces comme je l'ai fait à Je suis un écrivain japonais, je crois quelque chose comme à celui qui voudrait devenir quelqu'un d'autre. Enfin, là, on tombe dans la littérature, on est dans la liberté. Parce que quand vous dédiez un livre à quelqu'un, vous savez, après 2 mois, il croit que c'est son livre. Et s'il y a une critique négative, il est fâché. Tu aurais pu mieux faire, tu as sali mon nom. C'est incroyable, alors que pour l'autre, tu avais fait un livre qui est... Ah oui, tu as donné l'énigme du retour et tu sais à qui le donner.
C'est incroyable. À propos de dédicaces, celle quand même que l'on trouve dans Un certain art de vivre, pardon, à ceux que je croise ici et là, qui s'étonnent gracieusement de ne m'avoir jamais lu et me promettent de le faire dans une autre vie. Mais vous savez, ici ou ailleurs, ici légèrement moins souvent, les gens ils prennent les livres, les achètent. Mais souvent, moi, je rencontre des gens qui me disent « Ah, oh là là, monsieur Laferrière, comme je vous aime, comme j'aime vous entendre. » J'ai dit « Ah, moi, j'aurais bien aimé... » Il dit « Mais ça fait des années que je vous entends, mais je ne vous ai jamais lu. » Et alors, agacé, bon, je leur dis... Alors, non, l'autre question qui est beaucoup plus difficile, par quel livre devrais-je commencer? J'ai dit « Écoutez, madame, je me connais. J'écris un livre selon... mes émotions personnelles. Et ça, je peux vous dire pourquoi. Mais je ne vous connais pas. Je ne connais pas vos émotions. Je ne peux pas vous... Prenez votre temps et, vous savez, regardez les 4e de couverture. Et puis, la personne prend un livre comme ça, regarde et s'en va. Parce qu'elle n'était pas venue pour ça. Elle était venue pour que je lui dise quoi lire. J'ai dit, mais si je dois vous dire quoi lire, j'aurais mieux fait de ne pas écrire ce livre. J'écris pour libérer les gens, pas pour qu'ils se soumettent à mon dictat. Au moins, en plus, que je me fasse critique à la fois et écrivain. Alors, qui est cette Oki, donc faite chez Oki, c'est le titre de ce livre, qui est cette Oki qui est capable de faire l'amour pendant 72 heures d'affilée et dont l'orgasme peut tuer un oiseau? Ou John Lennon. Ou John Lennon aussi. Ou John Lennon. Oh, bon, il y a des cas, bon, et cet Oki a disparu de ma mémoire, puisque maintenant je suis à 2h30 et non 72 heures. Et vous savez, ça décline. Ça décline. 2h30 Attention. Et... Bon, oui, c'est une femme que le narrateur, une jeune femme japonaise que le narrateur a rencontrée dans une galerie d'art, une exposition à Montréal et qu'il n'a presque jamais quitté parce qu'il dit précisément que la présence de Oki, autant que son absence, est d'une puissance. Souvent, je ne sais pas, on a mis l'absence comme quelque chose de négatif ou quelqu'un vous a quitté ou quoi que ce soit, mais on peut aussi prendre ce temps-là pour penser la personne, pas seulement ses blessures, pour penser à la personne même, si l'on veut dire. Et bon, voilà, c'est un peu ce personnage. C'est un personnage assez, qui file entre les doigts. Et qui est souvent absente, en fait, dans le livre. Parce qu'il y a Oki, mais il y a aussi Keiko qui est là, qui prend la place de Oki, pendant que l'auteur reste au lit. Et attend, le finalement. livre commence comme ça. Et tout se passe là. Le livre commence comme ça, je crois, la première phrase. Et on peut la lire. J'aimerais que tu la lises. Que je la lise. Quoi qu'il arrive, je ne bougerai pas du lit. Voilà. Il n'y a rien de plus neuf que de se réveiller dans un loft aménagé par une japonaise. Je dors sur un futon dans une pièce éclairée, brillante et presque nue, et il ne veut pas en sortir. Ben, c'est un vieux rêve, ça. C'est-à-dire d'être dans une salle bien éclairée, sur un futon d'une japonaise qui est partie à New York couvrir les funérailles de John Lennon et qui est mort pendant que lui et elle faisaient l'amour et qu'ils avaient l'impression que c'est l'orgasme qui a tué John Lennon. C'est-à-dire que c'est vrai, une telle émotion, une telle sensation si aiguë devrait avoir sûrement des conséquences. Comment on appelle ça? Un papillon qui meurt ici sur un continent provoque... Et d'ailleurs, je pense que Balzac a dit que chaque orgasme, c'est un roman perdu. Enfin, voilà, mais c'est un chanteur mort, quoi. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans la conjonction de la parution de ces deux livres, c'est finalement cette espèce de capacité que tu as à accueillir les choses telles qu'elles viennent. Parce que la dédicace pour Un certain art de vivre, c'est à Valérie Larbaud et à Barnavos, qui est un personnage qui finalement pourrait être cet écrivain qui est allongé dans un lit et qui attend que les choses se passent. Il y a quelque chose
oui, qui est une attente et une acceptation de la vie et de ce qui se produit. C'est l'impression que ça me donne. Mais j'essaie d'attraper le présent. J'essaie d'attraper l'instant. Vous savez, l'écriture est difficile. Il y a d'autres arts. Si on fait de la musique, peut-être au moment où l'on fait la musique, et surtout l'improvisation jazz, on peut vivre ce moment en même temps que les gens qui écoutent. Et peut-être, mais la littérature, et du moment que vous écrivez, d'abord, ça demande une distance, une réflexion, une incubation, enfin. Et la littérature, c'est plus compliqué d'attraper le présent. Et surtout, en plus, voyant cela, et la grammaire française a inventé le futur antérieur. Ils ont paniqué devant cette possibilité. Vous voyez, ils ont sauté le présent. Le passé antérieur et puis le futur. Ils ont bien vu que c'était impossible d'attraper et que le présent était une compression du passé vécu et du futur rêvé. Et c'est cette compression qui forme le présent, qui n'existe pas en fait. Mais il y a des pays pour qui le présent existe. Et par exemple, Haïti, le présent est si douloureux qu'il ne peut qu'exister, mais en même temps, c'est le seul espace à vivre. Et je me souviens, après le tremblement de terre, j'avais vu ça, les gens qui avaient leur maison brisée, ils avaient écrit qu'à défaut d'habiter un lieu, ils habitent le temps. Parce que quand tu n'as pas de maison et que tu erres dans une ville où il n'y en a pas d'autres maisons, et là, à ce moment-là, c'est le temps. Et parce que le lieu fixe et crée un autre temps, un temps statique. Et quand le lieu disparaît, c'est un temps plus fluide, plus mobile. Voilà. Sur le temps, là, justement, avec un certain art de vivre, peut-être que tu arrives à capter autrement, avec ces toutes petites phrases, ces tout petits paragraphes, comme un instantané. En fait, peut-être c'est un peu plus facile. En même temps, ça construit un livre quand même sur la durée. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que le présent, c'est aussi la réalité. Ce que tu viens de dire sur Haïti, tu ne peux pas être autrement que dans la réalité, au temps présent, au moment présent. Et que la vie n'est pas un concept. C'est la réalité. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a cette phrase-là, la vie n'est pas un concept car il y pleut parfois. Ben oui, oui. Ouais, ça ramène tout de suite à quelque chose de concret. Mais c'est ça, j'ai essayé de réfléchir à cette chose-là, c'est-à-dire de faire une sorte de brassage, d'amalgame entre le monde abstrait et le monde concret. Les deux sont réels. Et d'ailleurs, les idées font bouger beaucoup plus les gens même que les réalités. Mais en même temps, c'est très rare que cette chose arrive. Il y a une contraction entre eux. Souvent, on parle de concept. Oui, je pense que la vie n'est pas un concept, car il arrive qu'il pleuve. Tu es un lecteur incroyable. Tu ne te balades jamais sans un livre dans la poche. Et tu parles beaucoup de tes lectures, des gens qui t'ont... Mais j'ai fait de la pub pour Tolstoy, il faut le faire. Hein. Oui, il en avait besoin. Hein. Il y avait un petit moment quand même. On l'a invité, mais il n'a pas pu venir. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, par exemple, à un moment, tiens, je te laisse lire ce petit paragraphe, puis après, on va parler un petit peu du Québec. Oui. Ni Mishima, ni Kawabata, le maître, c'est Tanizaki. J'ai lu 2 de ses romans, Journal d'un vieux fou et Confession impudique. Tanizaki me plaît parce qu'il parle de Tokyo, d'Alain Delon, de la cuisine française, d'un boxeur noir, de la photographie, de la pornographie, tout cela avec une distance implacable, presque avec dédain. Et pourtant, Tanizaki ne suggère aucun cynisme chez le lecteur, c'est sans intelligence, c'est-à-dire sans aucune complicité avec le lecteur. Un constat froid, une tragédie sans les cris. Alors j'ai ajouté un petit texte, un petit poème de Issa, l'un de mes poètes préférés. Issa, comme disait Bachot, paysan au grand cœur. Puis fine de printemps, une fille apprend au chat la danse. C'est ça qui est fort chez Issa ou Bachot, c'est précisément le lien qu'ils font entre les humains et les animaux et les êtres. Bachot, là c'est une fille qui apprend au chat la danse. Et Bachot a un poème fameux où il dit « Les cormorans sont plus drôles, et les enfants sont plus drôles que les cormorans. » Et parce que les enfants peuvent imiter les cormorans.
L'enfant qui imite le cormoran est plus drôle que le cormoran. Et c'est bien parce que c'est charmant, parce que ça met un rapport entre les enfants et ça donne la raison pourquoi les enfants aiment faire voler les oiseaux quand ils courent derrière. Et parce qu'il y a un lien, c'est pour donner raison à Bachot qu'ils font ça. Chaque fois que vous verrez un enfant courir derrière des pigeons pour les faire voler, et c'est une façon de répondre au poème de Bachot. Juste peut-être avant qu'on parle du Canada, dans les auteurs cités, il y a un auteur, j'ai l'impression que tu aimes, que tu lis et qui est là, présent entre les lignes, c'est Brautigan. Parce qu'il y a aussi une manière d'écrire comme ça par petites scénettes. Il y a du rêve qui passe, il y a le rapport avec le Japon. Je ne sais pas, est-ce que tu avais ça en tête parfois Oui, mais là, il est de San Francisco ou je ne sais plus. Et oui, et Brautigan, j'aime beaucoup. Richard Brautigan, bon, j'aime beaucoup. Et quand il raconte l'enfance aussi dans Sucre de pastèque et autres. Et puis cet humour-là, qui là, bon, c'est quelqu'un. Je ne sais pas si on le lit. Il y a un petit roman de Brautigan qui est magnifique, qui s'appelle Un privé à Babylone. C'est un privé qui n'a pas d'arme, qui est obligé d'aller louer une arme et pour avoir du travail. Mais il n'y a pas de balles non plus. Alors là, c'est embêtant. Bon, là, et ce privé-là, il était peut-être un bon privé, mais à un moment donné, il a perdu sa clientèle parce qu'il ne cesse de rêver. Et au milieu d'une enquête ou n'importe quoi, brusquement, il se retrouve à Babylone. Et il a une fonction là-bas, il est très bien placé. Hein. Enfin, surtout quand on fait son propre rêve, si ce n'est pas un cauchemar. Donc, il est très bien placé, donc il a tout intérêt à rester à Babylone. Mais il faut quand même qu'il revienne en vie pour essayer de nourrir la bête, son corps, pour pouvoir rêver de Babylone. C'est magnifique, c'est tout simple. Hein. Il a renouvelé l'art de cet art de détective que les Américains aiment beaucoup, et en y intégrant le rêve. Et c'est magnifique. Alors, il y a aussi ce lien avec le Québec que le Festival Étonnant Voyageur cette année met en lumière. On sait que tu as vécu et que tu vis toujours en partie à Montréal. Et dans ce livre, Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, qui est paru en 2020, je crois, chez Mémoire d'Encrier, c'est une longue lettre d'amour finalement au Québec qu'il y a là-dedans, parce que tu t'adresses à un jeune homme, Mongo, qui a pris ce nom d'ailleurs en hommage à Mongo Betty, l'écrivain, qui vient d'arriver à Montréal et qui demande comment intégrer cette nouvelle vie, et ça te rappelle ta propre... Oui, le livre s'appelle « Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo ». Alors, spontanément, quand on parle d'un pays un peu du tiers-monde et par rapport à un pays d'Occident, et la question qui se pose toujours, ils disent toujours qu'il y a une hypocrisie parce que c'est des cultures complètement différentes. On suppose qu'on ne te dira pas ça pour pouvoir te piéger, on ne te mettra pas au parfum. Eh bien, ce n'est pas ça du tout. Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, c'est parce que les gens ne peuvent pas vous dire ce qu'ils savent trop. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je ne peux pas faire une grande réflexion longue et sur le fait que je respire et puis sur l'oxygène. Et donc, c'est des choses qui m'habitent. Et puis, à partir de cette réflexion, je me suis dit, mais c'est intéressant. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on sait trop? Si on ne l'a pas vu à l'écrit, si on ne discute jamais. Et là, je me suis dit, je vais écrire un livre double. Et c'est un livre que j'ai écrit en fait pour les Québécois, ceux qui sont tous Québécois. Du moment qu'on habite le pays, on paie ses impôts, enfin, on connaît le débat. Mais il y a des gens qui sont là depuis des générations. J'ai dit, et ce serait intéressant de faire un livre, de le dédier à un Camerounais qui vient d'arriver, de lui raconter des choses de base, et au fur et à mesure que le lecteur québécois avance, qu'il dit, ah oui, ça, je ne savais pas. Et là, il continue à lire. Il dit, ah oui, c'est bien d'enseigner à ce jeune homme ça, par exemple. J'ai dit, quand vous voyez une ligne faite, ne coupez pas la ligne et pour aller en avant. Parce que personne ne vous dira rien. Vous êtes plus pauvre, on ne va pas vous emmerder. Mais si vous obéissez aux lois, eh bien, vous rentrez dans la catégorie de gens qui ont le droit de contester les injustices. Si vous ne le faites pas, vous en avez le droit, mais vous êtes payé.
Si moi j'attends et que vous me coupez la ligne, eh bien si vous arrive quelque chose, je dis, bon, vous avez fait une injustice sans le savoir, bon, vous êtes payé déjà. Donc, c'est ça la citoyenneté. Et c'est-à-dire qu'il faut subir les conséquences pour pouvoir avoir droit à tout et savoir qu'il y a eu des choses qui se sont passées avant votre arrivée. Et tout le monde arrivait en même temps avant. Avant de mettre des citoyens en ligne, ça prend des grèves, des contestations, la police à cheval, et ça prend toutes sortes de choses, des anarchistes qui refusent, des combats, et finalement, ils sont obligés de se mettre en ligne pour monter dans un autobus. C'est 300 ans de combat. C'est comme la manque de Condé. Donc ça vous paraît banal, mais quand un Québécois lit ça, il dit, ben ça je sais, puisque c'est moi, mais je n'avais jamais vu que c'était aussi long pour nous mettre en rang simplement. Et puis à un moment donné, arrivé à 15, et la personne fait, ah, mais sans vous le dire, hein, jamais ils vont vous remercier. Et ils se mettent à lire vraiment parce qu'il a compris que c'était à lui que s'adressait le livre et qu'il lui permet de se lire. Et rien n'est plus beau que de se lire, de trouver un regard qui nous rappelle des choses qu'on a oubliées parce qu'on ne les avait jamais vues à distance. C'est comme ça que tu écris « Tout nouveau-né est un immigré qui doit apprendre pour survivre les codes sociaux. Une société ne livre ses mystères qu'à ceux qui cherchent à la comprendre et personne n'échappe à cette règle implacable, qu'on soit du pays ou non. » Mais c'est comme, il y a une phrase en créole qui dit « Créole parler, créole comprendre ». C'est-à-dire, si je vous parle créole, vous allez comprendre si vous êtes un haïtien. Faux, complètement faux. Et si je parle français, et vous allez me comprendre parce que vous êtes français, faux. Vous allez comprendre la philosophie que si vous allez étudier, sinon, allez-y dans L'être et le néant de Sade, vous allez voir. Et donc, ça veut dire que c'est toujours un apprentissage. Et ce livre, et sa thèse profonde, c'est qu'il ne suffit pas d'aimer un pays. La seule façon de le faire, c'est de chercher à le comprendre. Si vous ne cherchez pas à le comprendre, eh bien, vous ne l'aimez pas. Et ça ne suffit pas de dire le mot. Et je pense que pour les êtres aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire chercher à comprendre là où le pays fait, disons, achoppe à quelque chose, n'arrive pas à démarrer pour pouvoir, c'est votre tour maintenant d'aider, de tendre la main. Et puis aussi là où l'huile file, c'est-à-dire il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans votre culture, dans votre essence, et qui se trouve là, dégagé de manière, par exemple, un exemple, au Québec, il y a quelque chose, quand je suis arrivé, les gens ne se ruinent pas pour faire une petite fête. On vous dit apporter la salade, apporter le vin, apporter... En Haïti, pays pauvre, les gens se ruinent chaque fois qu'il y a une fête parce qu'on vous dit n'apportez rien. Les gens se fâchent si vous apportez quelque chose. Les gens se fâchent si vous faites la vaisselle. Alors qu'au Québec, comme vous apportez, personne... la seule chose, il faut dire, n'apportez pas tous une salade, s'il vous plaît. C'est trop facile. Et des choses comme ça. On peut peut-être un peu différencier. Mais les gens, en 5 minutes, la vaisselle est terminée. Parce qu'ils font ça en combite, comme on dit en Haïti, c'est-à-dire en commun. Donc l'idée d'une vie commune est une idée qui peut être très intéressante et qui va naturellement finir dès que la situation économique, il n'y a pas de vie commune dans la bourgeoisie. C'est le commun qui fait le travail commun, le petit personnel. Alors, tu as travaillé là-bas longtemps, même à la radio. Donc, tu as bien côtoyé le monde de la culture. Et puis, curieux comme tu es, tu as lu énormément aussi là-bas. Nous, on va faire découvrir des auteurs que l'on ne connaissait pas ici. Tout à l'heure, nous allons recevoir sur ce plateau Hélène Dorion, Catherine Leroux, Mireille Gagné et Michel Jean. Toi, tu as fréquenté là-bas des auteurs québécois dont tu pourrais nous dire un mot, qui ne seront pas là. Oui, bien sûr, je les ai connus d'ailleurs. Je suis arrivé à une époque qui était, on arrive toujours à l'âge d'or. J'ai écrit un livre précisément, Chronique de la dérive douce. Chaque fois que vous parlez à un Africain ou à un Haïtien, et vous venez d'arriver, il vous dit « Ah, vous êtes arrivé trop tard, mon ami. » Il y a à peine 5 ans.
On pouvait appeler le Premier ministre, un clochard pouvait appeler le Premier ministre et l'inviter au parc pour pique-niquer. Alors, on arrive toujours trop tard. Eh bien, j'étais arrivé à l'âge d'or aussi, Gaston Miron était encore vivant, je l'ai très bien connu d'ailleurs, et j'ai lu, mais pas connu, Ducharme, qui est un écrivain formidable, qu'on vient de publier dans Gallimard en quarto, et là, c'est pas 1300 pages comme moi, c'est 2300, c'est énorme quarto, et tous ces romans, et bien, Aquin, que je n'ai pas vu, mais que j'ai bien lu et bien connu, et qui a écrit d'ailleurs l'incipit, peut-être l'un des plus beaux de la littérature québécoise, et peut-être de la littérature américaine, et de son premier livre, prochain épisode, magnifique, une sorte de faux roman policier, qui est un roman, une quête d'identité, et qui était sur la liste de concours, je crois, à sa parution. L'incipit, c'est Cuba coule en flammes. Cuba coule en flammes au milieu du lac Léman. Je descends. C'est incroyable quand même. Ce pays dont on disait qu'il était enfermé sur lui-même parce que enchâssé dans une Amérique anglophone protestante à se défendre et à défendre une religion et qu'il a laissé tomber d'ailleurs après la Révolution tranquille. Donc c'est un pays coincé. Tu t'imagines ? Tu es obligé de défendre une religion parce que pour défendre votre identité profonde, et donc on fait appel à la religion catholique et pour dire que nous sommes différents, une société distincte, alors que la religion catholique, le Québec l'avait jeté. Donc il ne faut jamais jeter trop loin quelque chose que vous avez jeté. Ça, ma grand-mère pourrait le dire. On peut le cacher très loin, mais il faut toujours le ramasser à tout moment. Dernièrement d'ailleurs, quand j'ai vu le Québec défendre l'arbre de Noël, dans un débat identitaire, j'ai dit, bon Dieu, on est arrivé là. Parce que quand ils étaient catholiques, ils contestaient l'arbre de Noël, à part que c'est une jolie fête et laïque, mais ce n'est pas très sérieux du point de vue spirituel. Et donc, on fait feu de tout bois. Alors, il y avait tous ces écrivains-là. Ensuite, il y a eu une autre génération, quand on croyait que le filon était perdu. Marie-Claire Blais, bien sûr, que j'ai bien connu. Et brusquement, une nouvelle génération est arrivée. Cette génération n'a pas eu le bonheur international qu'a eu la génération de Miron et autres, parce que c'est toujours difficile de suivre de trop près une génération brillante. Et ça prend une autre génération, la suivante, et peut-être 2 générations plus tard, pour reconnaître les talents. Personne n'est célèbre dans son temps. On dit nul n'est prophète dans son pays, mais personne n'est célèbre dans son temps. Dans notre temps, on est toujours, oui, mais c'est à l'époque de Proust. Et là, il faut attendre 50 ans pour qu'on dise à votre époque. Et là, maintenant, une nouvelle génération qui arrive et qui fracasse tous les records. Formidable, formidable. Oui, Michel Jean, comme vous avez dit là, et Hélène Dorion, qui est la première femme qui, de son vivant, est entrée dans le bac français, pas québécoise, femme littéralement, et qui est reconnue aussi. Parce qu'il n'y a pas de littérature sans critique. C'est très important. Quand je dis critique, je ne parle pas seulement du fait de critiquer un livre, mais du fait d'un regard actif et compréhensif aussi, et beaucoup de compassion, mais en même temps aussi critique, aussi qui dit, on l'a vu pour Boileau, on l'a vu, c'est-à-dire que, même Sainte-Beuve, mais il n'y a pas, c'est-à-dire la critique française nouvelle est devenue très attentive à la littérature, les institutions aussi, et comme Étonnant Voyageur, comme le Salon du Livre de Paris, et tous les jours, il y a quelque chose, une ébullition, mais ça prend un saut de génération, et là, une mémoire aussi par rapport à ce qui était passé, parce que la mémoire va se réactiver, et on va rattraper dans le mouvement des écrivains de la génération précédente qu'on a oubliés. Voilà, donc on va accueillir tout à l'heure le premier plateau québécois dans ce festival, parce qu'il y a d'autres rencontres partout. Il y a des auteurs qu'on n'a pas pu prendre ici aussi. Il y a Joséphine Bacon qui est là aussi, une merveilleuse poétesse que les gamins ont rencontrée hier. Elle était allée en Haïti. Une poétesse inoue. Pour la première fois, on avait entendu la langue de la terre d'Haïti, parce que Haïti, c'est un mot Caraïbe qui veut dire terre haute et montagneuse, Haïti, et Boyo, Kiskeya. Un pays à 3 noms, on voit bien que c'est un destin singulier, généralement. Et donc, elle avait dit un poème dans sa langue, Innu, mais aussi qu'on avait entendu, comme la première fois, on avait entendu le son
qu'on avait perdu dans notre mémoire des Amérindiens et de la Caraïbe. Ça a été un moment extrêmement émouvant. Vous savez, on remarque un moment par la longueur des applaudissements qui suivent. Et cette fois-ci, c'était le contraire. C'était la longueur et la profondeur du silence qui a suivi. Il y a eu un silence profond où les gens étaient comme rentrés en eux parce que les esclaves venant d'Afrique s'étaient à un moment donné solidarisés avec les Indiens. D'abord, ils étaient venus parce que les Indiens mouraient en grand nombre et Las Casas, protecteur des Indiens, avait fait venir des Noirs d'Afrique, se disant qu'ils étaient plus propres au travail, au soleil, et peut-être dansaient moins, et alors que les Amérindiens étaient plus poètes, enfin, tout pour défendre ses amis. Et on est venu pour travailler. Donc, on était adversaires d'une certaine manière, puisque l'un remplaçait l'autre dans la violence. Eh bien, et à un moment donné, on s'est mis ensemble. Et les Indiens qui s'étaient réfugiés dans les montagnes du Baoruco étaient, disons, les Noirs, les esclaves allaient les retrouver, d'où les nègres marrons. Donc ils ont fait des enfants là. C'est extraordinaire. Et on a perdu cette langue qu'on avait dans l'oreille, puisque tous les Amérindiens presque étaient morts, mais ils ont continué dans le sang des Haïtiens, et l'oreille a gardé, disons, la mémoire de ce chant. Et ce chant a été fait par Joséphine Bacon, qui sûrement vous dira un poème tel que les Indiens et les Noirs d'Afrique ont entendu en Haïti. Voilà, ça c'est un rendez-vous qui aura lieu ailleurs malheureusement parce qu'on n'aura pas pu la mettre sur ce plateau, Joséphine, mais si vous avez l'occasion, allez l'entendre. Merci Dany d'être venue sur ce plateau pour l'ouverture du Café littéraire. C'est vraiment très généreux de ta part. On est très heureux. On va rappeler juste ton actualité littéraire. J'étais là à vous écouter tout à l'heure comme dans le public. C'était super. Dany Laferrière, autobiographie américaine, donc, qui regroupe une quinzaine de livres chez Bouquin. Faites chez Oki, chez Zulma. Et puis celui que tu as dans les mains, Un certain art de vivre, chez Grasset. Il y a peut-être les 4 dernières lignes aussi qui sont très intéressantes dans ce livre-là. Il va les lire. Qui font une bonne conclusion, je trouve. Juste avant, c'est comme projet de vie. Écrire, entre vivre et mourir, je préfère la guitare. Ce seul vers de Neruda, autrefois conçu à Bornéo, l'action se passe à Bornéo, suggère un tel élan dans la vie que j'ai envie de sortir pour aller danser et boire toute la nuit. J'espère que vous ferez cela ce soir. Et le seul texte qui est tout seul, c'est le dernier. Au début, je croyais que mes livres venaient de moi pour découvrir enfin que je viens de mes livres. C'était mon 37e. Et merci Dany.